Hey, salut, c'est Major Mouvement. Salut Arthur. Salut Greg. Apparemment, la masturbation rend sourd. Arthur, est-ce que c'est vrai? Hein? Alors, je pense pas qu'on pourra la garder, mais pour nous, elle est parfaite. Aujourd'hui, on va parler de perte auditive ou surdité, mais du coup plutôt sur la partie acquise, c'est-à-dire pas celle de naissance. D'accord. Ça, c'est une oreille? Ça, c'est un schéma d'un crâne en coupe avec l'oreille à l'extérieur et la partie qui est à l'intérieur. Ici, c'est la cavité de la boîte crânienne, donc là où il y a le cerveau. Et là, on est dans l'os qui est juste derrière l'oreille, qui s'appelle le rocher, Le rocher. dans lequel on a le conduit auditif. Ici, la partie oreille externe. Ici, la partie oreille moyenne. Et enfin, la partie oreille interne. Ok, donc j'ai 36 ans et je pense que c'est pareil pour vous. J'avais 36 ans le jour où j'ai appris que ça, c'était l'oreille externe. Parce que j'avais entendu l'oreille interne, mais je comprenais pas que c'était par opposition à l'oreille externe. Bah, si tu veux, c'est toute la partie qui va être après le tympan, toute la partie qui va être ouverte sur l'extérieur finalement. Si tu veux, les pertes d'audition, c'est un truc qui est super large, qu'on va détailler petit à petit. Ça touche quand même pas mal de monde. Il faut savoir que ça représente à peu près 10% de la population en France et que sur ces 10% qui ont une perte auditive, il y en a seulement 17% qui sont appareillés. Comment ça se fait que sur ceux qui ont des déficiences auditives, les autres ne mettent pas en place de solutions? Il y en a qui n'en ont pas besoin d'abord, qui ont des pertes auditives qui sont modérées et qui compensent très bien. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas fait le cheminement médical pour en avoir une. Comment ça marche une oreille, Arthur? En gros, l'oreille, c'est notre organe sensoriel qui permet d'entendre. 9 ans de médecine pour en arriver là. Merci beaucoup. Ça permet de transformer le son, qui est une onde de pression, en signal électrique qui va être interprété dans le cerveau. Plus technique. Le son, qu'est-ce que c'est? C'est des colonnes d'air qui se compriment et qui se relâchent. Ça fait une onde qui arrive dans le conduit, qui va faire vibrer le tympan. Ça va être transmis à ces trois petits os là qu'on appelle les osselets. Il y a le marteau, l'enclume, l'étrier. Et c'est pas une blague, c'est vraiment les mots. C'est vraiment leur nom, ouais. Qui eux-mêmes vont rentrer et sortir de cette grosse partie là qui a une forme d'escargot qu'on appelle la cochlée, qui fait partie du labyrinthe en verre, dans lequel en fait on va trouver la partie qui va gérer l'équilibre et la partie qui va gérer l'audition. Ah, question con, pourquoi est-ce qu'on a foutu le centre de l'équilibre en lien avec l'audition? C'est une bonne question. Les mecs qui ont inventé ça, ils se sont pas dit on va le mettre avec le cervelet, c'est juste à côté, on va le mettre un peu dans l'oreille? Peut-être parce que tout ça, ça baigne dans du liquide et ça fonctionne justement sur des déplacements de liquide. J'ai pas la réponse exacte. Si vous avez la réponse, vous pouvez nous la mettre en commentaire. Nous serons ravis de la lire. Cette cochlée là, cette partie enroulée, en fait, c'est souvent comparé en analogie à un clavier de piano. Quand on avance, chaque zone correspond à un son en particulier. Si tu entends un do sur un piano, eh ben, ça va réagir à cet endroit-là. Le nerf qui est à l'intérieur, qui est enroulé, il va s'activer à cet endroit-là et ça va transmettre au cerveau l'information. Donc tu transmets un passage d'air donc mécanique à quelque chose d'électrique quand ça arrive. C'est ça. Avec ses récepteurs en fait. Mais en fait, c'est des petits cils qui vibrent selon des fréquences spécifiques et qui du coup s'activent ou non. Question, je sais pas si tu as la réponse, j'ai zéro sens du rythme. Et quand je te dis zéro, vraiment rien. Est-ce que tu penses que mon piano est mal accordé? Non, ça n'a pas de rapport, le rythme là-dessus, ça c'est juste que tu es mauvais. Sympa, on avait dit bienveillance. Globalement, à chaque niveau, ça peut mal fonctionner ou ne pas fonctionner. Là, on est dans la partie acquise, donc on ne parle pas des malformations de naissance ou des choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Au niveau du cerveau ou autre. Voilà, ou au niveau du nerf, ou au niveau de la cochlée. Il y a des gens qui naissent sans cette partie-là et qui du coup peuvent pas entendre. Deux types de surdité. Les surdités de transmission qui vont concerner tous les problèmes pour amener l'onde acoustique au niveau du labyrinthe. Et ensuite, ce qu'on appelle les surdités de perception, qu'on appelle aussi neurosensorielles, qui vont plutôt concerner toute la partie transformation de l'influx mécanique en influx nerveux. On commence par l'extérieur. Qu'est-ce qui peut empêcher le son d'arriver jusqu'au tympan? Un bouchon. Un bouchon de cérumen, c'est une cause archi fréquente de perte d'audition, mais celle-là, elle est complètement réversible. Il suffit de retirer le bouchon et c'est bon. Les rugbyman ou les combattants de MMA qui ont eu des œdèmes répétés avec les oreilles en chou-fleur, ça les empêche d'entendre? Pas à ma connaissance, ça concerne vraiment la partie externe du pavillon. Ça n'a pas d'incidence et si jamais c'est le cas, ça peut s'opérer. D'accord, donc vraiment un bouchon de cérumen, c'est juste un manque d'hygiène ou il peut y avoir certaines pathologies qui déclenchent ça? Contrairement à ce qui est imaginé, les bouchons de cérumen, c'est pas du tout un manque d'hygiène. C'est le fonctionnement normal de l'oreille en fait. Il y a de la poussière qui rentre, il y a des cochonneries qui se font amalgamer en fait dans le cérumen qui va servir à piéger en fait ces impuretés et qui vont être progressivement ressorties. C'est pour ça qu'on déconseille vraiment d'utiliser des cotons-tiges à l'intérieur du conduit auditif. On s'en sert uniquement pour nettoyer le pavillon et vraiment la partie externe du conduit, parce que sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe? On va pousser le cérumen au fond et on va en fait compacter progressivement un bouchon. Donc tu déconseilles de mettre les cotons-tiges dans l'oreille? Ouais, absolument. Et d'ailleurs, en théorie, c'est marqué sur le paquet. Et du coup, comment on nettoie les oreilles? Premièrement, les oreilles, chez la plupart des gens, elles se nettoient toutes seules. Non. Tu as des petites cellules qui
attrape le cérumen et qui le pousse progressivement vers la sortie. Oui, mais d'un point de vue social, toi comme moi, En t'es fait, là y a- et tu vois que le mec il a l'air armé d'orques à l'intérieur des oreilles, tu as l'impression que c'est le Seigneur des Anneaux. Le plus simple, c'est une espèce de poire pour envoyer de l'eau, sinon simplement sous la douche avec le jet et le petit doigt qui vient mobiliser un petit peu. Donc bouchon, il y a d'autres choses qui peuvent se produire, des tumeurs, des choses comme ça qui ne sont pas archi fréquentes. Le tympan peut être endommagé. Si tu te prends une grosse baffe, comme on peut voir sur certains concours De gifles. de gifles, eh ben, le tympan peut se percer. C'est logique, c'est une membrane, comme un tambour en fait, qui va vibrer avec les vibrations de l'air. Et donc du coup, quand il est crevé, il vibre plus et donc il transmet plus correctement le son. Ou même les bisous. Là, il y a des gens qui font ça. Qui te font ça Ah, dans l'oreille, c'est hyper douloureux. Bah là, tu vas créer une onde de pression, en fait, une surpression dans l'oreille, parce que si tu bouches ici et que tu pousses de l'air, en fait, tu vas mobiliser ton tympan et c'est pas très agréable, effectivement. Ou des détonations, tout simplement. Ou des détonations. Ça peut être ce qu'on appelle les ondes de choc, où vraiment tu vas avoir un traumatisme sonore aigu, qui n'est pas tout à fait à confondre avec les expositions à des bruits très forts, où c'est pas tout à fait le même mécanisme, parce que là, avec une onde de choc, tu vas léser vraiment cette partie-là, tandis que l'exposition continue, on en reparlera plus tard, mais ça se passe plutôt ici. Un tympan qui est percé, c'est définitif, ça cicatrise? Non, ça cicatrise. Ça peut même être fait de manière thérapeutique chez les petits enfants, parce que chez certains enfants, en fait, tu vois, ici, on est dans l'oreille moyenne, ça communique avec le nez. C'est pour ça que parfois, quand on se mouche, ça bouche les oreilles, parce qu'on va souffler, on envoie de l'air, et du coup, paf, ça pousse le tympan, ça transmet moins bien les sons. Et... Mais pareil, quand tu es dans l'avion, où tu sens finalement les changements de pression, ça pousse le tympan dans un sens, tu te décompresses et ça renvoie dans l'autre. Exactement. Ce que tu fais dans l'avion quand tu vas déglutir, quand tu vas mâcher un chewing-gum, tu vas ouvrir cette trompe d'Eustache, l'air va passer, ça rééquilibre la pression entre l'extérieur et l'intérieur. Quand tu fais de la plongée sous-marine. C'est exactement le même principe. Hyper intéressant. Et donc chez les petits-enfants, il peut y avoir du liquide qui se met là, on appelle ça l'otite séreuse, et ça peut être de manière chronique. La présence de liquide ici, ça empêche un peu la mobilité du tympan, ça fait des petits troubles auditifs qui finissent généralement par se régler à l'âge adulte. Mais chez ceux qui ont ça de manière vraiment prolongée, on peut leur faire un petit trou et mettre ce qu'on appelle un aérateur transtympanique. Les yo-yo. Ou un yo-yo. C'est archi complexe, mais en même temps c'est très logique. Oui. Et, tout se passe... c'est complexe, mais relativement simple quand on comprend tous les éléments. Ouais. En fait, c'est très mécanique. C'est ça. C'est un truc qui va transformer une onde mécanique en un flux nerveux. Ici, on a les 3 petits os dont on parlait tout à l'heure. Ça peut gripper à ce niveau-là. Il y a une pathologie qui s'appelle l'autospongiose. En fait, l'os va se remplacer par de l'os de moins bonne qualité. Ça va se gripper un petit peu, surtout au niveau de l'étrier qui rentre et qui sort à cet endroit-là. Ça va le bloquer, on appelle ça l'ankylose. Après, il y a les surdités de perception ou neurosensorielles qui concernent toutes les atteintes de cette partie-là qu'on appelle du coup l'oreille interne. C'est les petits cils dont on parlait tout à l'heure qui baignent dans le liquide et qui réagissent sélectivement à des fréquences. Exactement. Première chose, c'est un traumatisme. Tu vois qu'ici on est dans l'os. Si tu as une fracture qui passe comme ça, tu peux léser ton oreille interne. Donc sur des traumas de la route. Exactement. Ou même sur une chute, tout bêtement. S'il suffit de mal tomber et de se cogner au mauvais endroit et une fracture du rocher, tu peux perdre de l'audition à ce niveau-là. Il y a des maladies, notamment une maladie qui s'appelle la maladie de Ménière. Une maladie qu'on ne connaît pas encore très bien, on n'a pas les mécanismes exacts. Ce qui se passe, c'est que globalement, tout ce qui est en vert là, la pression à l'intérieur va augmenter de manière progressive. Et donc du coup, ça va à la fois causer des troubles de l'équilibre et des troubles de l'audition. On n'a pas vraiment de traitement et du coup, les gens, on doit leur apprendre à gérer justement ces perturbations de l'équilibre. Ça, c'est souvent très handicapant. Les gens le vivent très mal. Ouais, alors moi, c'est pas ma spécialité, la rééducation vestibulaire, c'est les troubles de l'oreille interne. Ouais. Mais vraiment, il y a une grosse altération de la qualité de vie parce que les gens ne peuvent plus bouger et pire, même parfois sans bouger, ils ont des grosses sensations de déséquilibre. Je dérive un peu sur l'équilibre de l'oreille interne, mais c'est très handicapant. Et en plus, le Ménière, ça va évoluer par poussée, où tout d'un coup, tu vas avoir des gros vertiges, des nausées, des vomissements, être très inconfortable, et puis des moments où ça l'est moins. Ensuite, on a un certain nombre de produits, de toxiques, qui peuvent abîmer cet appareil. Certains médicaments, je pense notamment à des antibiotiques, une famille qui s'appelle les aminosides, l'aspirine, un certain nombre de chimiothérapies, de traitements pour des cancers, un certain nombre d'expositions professionnelles aussi, notamment au monoxyde de carbone, l'acide cyanhydrique et certains solvants. L'acide cyanhydrique, c'est dans Alien versus Predator, c'est ce que jette un alien, c'est ça? Il te fait fondre direct. Ça, j'en ai aucune idée, mais effectivement, c'est pas terrible si tu t'en prends dans le visage. Avec ou sans alien. Ah oui. Sur la longueur, ça peut léser en fait. Sans forcément d'action directe. Tu n'es pas obligé de mettre ta tête dans l'eau de javel pour perdre de l'audition, c'est vraiment être en contact. C'est chimiquement, ça va altérer l'efficacité en fait tout simplement de ces cils et de ce piano interne. Exactement. Ensuite, l'exposition prolongée à un niveau sonore trop élevé, ça va abîmer les cils à l'intérieur et du coup tu vas perdre cette capacité à transmettre l'onde mécanique et à la transformer en un flux électrique qui va la porter au cerveau. Donc c'est pour ça que sur tous les écouteurs, quand on rappelle de ne pas mettre les écouteurs trop forts, c'est principalement parce que ça va abîmer les cils à l'intérieur. Exactement. Une autre cause, ici on a le nerf auditif, il y a des tumeurs
qui existent au niveau de ce nerf, qui sont le plus souvent bénignes, mais comme ça se fait à un endroit où il n'y a pas beaucoup de place, ça a tendance à comprimer le nerf. Il y a des causes plus rares, notamment ce qui va toucher le système nerveux central, le cerveau. Il peut y avoir des atteintes directes des centres auditifs. Ça peut être lié à une infection, la méningite par exemple, ça peut léser le cortex auditif. Des causes vasculaires. Pareil, un AVC au mauvais endroit, ça peut rendre sourd. Mais à ce moment-là, on est vraiment au-delà de l'oreille. Aucun lien avec la masturbation finalement. Aucun lien avec la masturbation finalement. Je crois que ça n'a pas été prouvé à ce jour. Dernière chose, tout ce système, avec l'âge, il s'abîme progressivement. Au fur et à mesure, on perd quelques niveaux d'audition de manière progressive. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Les fréquences qui sont perdues le plus tôt, c'est les sons aigus. Ça descend progressivement. C'est un peu inexorable. Ça fait partie du vieillissement de l'oreille. Donc là, c'est un peu la plupart des causes qui peuvent induire une perte auditive. Ouais, et cette perte auditive, elle peut être complète ou partielle. Ça se fait de manière progressive. Pour les niveaux sonores, on mesure ça en décibels. 40-60 décibels, c'est une conversation, ce qu'on est en train de faire maintenant. Au-delà de 85 décibels, on arrive à des niveaux sonores qui, sur l'exposition prolongée, peuvent être dangereux pour l'oreille. Pourquoi on a ce seuil-là? Dans l'oreille, au niveau des osselets, tu as un petit muscle qui s'appelle le muscle stapédien qui, en se contractant, peut limiter la mobilité des os et donc du coup protéger l'oreille. Il s'active quand on parle et dès qu'on dépasse un niveau à peu près de 80 décibels. Sauf que c'est un muscle et comme c'est les muscles, ça se fatigue. Et donc au bout d'une dizaine de minutes à peu près, il a tendance à moins bien fonctionner et à ce moment-là, ça met l'oreille en danger. Il n'y a pas de moyen de faire de l'hypertrophie de ce muscle-là pour le développer? Non, parce que même si c'est un muscle strié, pas possible normalement de le contrôler volontairement. Il y a quelques personnes, peut-être parmi qui nous écoutent, qui arrivent en contractant à faire une espèce de vrombissement dans les oreilles. Je crois que j'y arrive pas. Si on est exposé régulièrement à des sons trop forts qui vont épuiser ce muscle-là, comment est-ce qu'on peut le prévenir? Quand on sait qu'on va être dans un environnement bruyant sur une période prolongée, par exemple festival, un concert, une boîte de nuit, les bouchons d'oreille, c'est quand même un bon moyen de se protéger de ça. Après, il y a des gens qui, dans leur métier aussi, sont exposés à des bruits en permanence. Et pareil, il faut porter des protections auditives. Et donc, au niveau de la perte d'audition, on va schématiquement avoir 4 niveaux de perte auditive légère, moyenne, sévère et surdité complète. Légère, on est à peu près entre 20 et 40 décibels de perte d'auditif, c'est-à-dire que pour entendre un son, il faut qu'il soit 20 à 40 décibels de plus que la moyenne des gens. Tu vas demander aux gens de répéter, tu vas parfois avoir du mal à comprendre. Ça se fait d'abord sur les sons aigus. Dans une conversation simple avec une personne, ton cerveau, il arrive à reconstituer, tu as l'habitude, t'entends, du coup, tu fais le travail. Et dès qu'il va y avoir un peu plus de bruit autour, là, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il va y avoir des bruits parasites qui vont te faire perdre un peu plus d'informations. Et donc, c'est pour ça que les gens qui ont une perte auditive, en environnement bruyant, ils ont tendance à se fermer un petit peu, à moins parler, notamment dans les fêtes de famille et choses comme ça. Je pense qu'on a tous en tête... Mon grand-père, c'était voilà. comme ça. Dès qu'il y a un peu de bruit, il parle plus, il se ferme et il s'isole et il participe plus conversation. Et il y a un enjeu assez important sur la presbyacousie. Moins on entend, plus on va s'enfermer, moins on va avoir de lien social parce que faire répéter les gens, ça les énerve, mais ça nous énerve aussi. On a l'impression d'être embêtant, de ne pas être à l'écoute et de ne pas justement réussir à comprendre ce que les autres nous disent. Cet isolement, on sait aujourd'hui que c'est un énorme facteur de risque de syndrome démentiel, de troubles de l'humeur chez les personnes âgées qui s'isolent. Qui finissent isolés et ne plus être connectés avec les gens qu'ils aiment. Et donc la prise en charge est hyper importante. Il ne faut pas hésiter, dès qu'il y a des signes de perte d'audition, que ce soit une ou deux oreilles, à consulter un médecin, en première intention son médecin traitant, qui, s'il y a besoin, orientera vers un ORL qui pourra réaliser des tests d'audition plus spécifiques et déterminer d'où vient le problème. Ça peut être très simple, un bouchon de cérumen, ça peut être des choses plus complexes. Ce qui est sûr, c'est que plus on s'y prend tôt, et plus c'est facile de s'adapter, et plus c'est facile de mieux entendre. J'en profite, je le dis, si jamais dans votre entourage vous reconnaissez des gens qui sont comme ça, envoyez-leur la vidéo. Et même pour aller plus loin, si jamais ils disent oui, je ne vais pas regarder, prenez le temps de regarder cette vidéo avec eux parce que vous allez vraiment pouvoir les aider. La plupart du temps, il peut y avoir un peu de déni, genre mais non, c'est pas si grave ou je sais, ou juste pour différentes raisons qui leur appartiennent, ils n'ont pas forcément envie de s'appareiller. Mais finalement, de ce que tu nous évoques, ça va être de pire en pire et ils ont tout intérêt à le faire tôt. C'est ça. Une fois qu'on a identifié ces problématiques-là, quels sont les traitements qu'on peut proposer? C'est une pathologie où il n'y a pas de traitement médical. En première intention, ce qu'on fait, c'est une prothèse auditive, un écouteur, un petit micro, et en fait, ça va capter les sons et les amplifier pour te les transmettre et du coup aller au-delà des niveaux sonores que tu captes. Plus on le fait tôt, mieux c'est parce que ça demande un peu d'adaptation et c'est pas facile de se faire à l'appareil. Faut pas hésiter à bien passer du temps à choisir la prothèse. Toutes les prothèses vont pas à tout le monde. Il faut être confortable avec parce que si on la porte pas, il n'y a pas d'effet. Donc c'est juste l'appareillage qui ne correspond pas, mais ça veut pas dire qu'il faut pas en mettre et il faut continuer à chercher pour trouver
le bon appareil. Après ça, quand on arrive à des stades de plus de 50% de perte d'audition, on fait des choses assez formidables. Je ne sais pas si tu as entendu parler des implants cochléaires. Non. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était réservé aux surdité de naissance. C'était des apparillages précoces chez les enfants qui n'avaient pas encore la parole, avec des très bons résultats. Aujourd'hui, on commence à le proposer à des gens qui souffrent de perte auditive acquise et même à des personnes âgées avec de la presbyacousie assez forte. On prend une électrode qu'on va mettre dans la cochlée et qui va venir stimuler, en fonction des sons enregistrés, la zone qui correspond au son. Incroyable. Ça demande un peu de rééducation une fois que c'est posé pour apprendre, parce que finalement c'est une nouvelle façon de fonctionner. Cette partie-là, on s'en sert plus. Un petit micro derrière l'oreille qui va transmettre directement à l'aide d'un aimant à travers la peau. On colle la batterie et le micro à ce niveau-là et ça transmet, ça active spécifiquement la zone du son qui du coup va stimuler le nerf et va le transmettre en influx nerveux. C'est assez incroyable. Donc ça, c'est les deux grands types d'appareillage. C'est vraiment le niveau de perte d'audition et surtout la capacité à s'investir derrière dans une rééducation qui va déterminer le truc parce que c'est quand même une chirurgie un peu invasive. C'est pas très compliqué, ça se fait très rapidement, mais forcément derrière s'il y a plusieurs mois d'orthophonie pour... C'est ce que j'allais te dire. La rééducation, c'est chez un orthophoniste, pas chez un kiné. Même chez ceux qui ne sont pas implantés au niveau de la cochlée, l'orthophonie, ça peut être bénéfique parce qu'on va leur apprendre des stratégies pour compléter l'audition, lire sur les lèvres et puis même faire un travail d'écoute pour reconnaître les sons. Après avoir fait ça, il faut adapter toute sa vie, sa maison pour fonctionner avec sa perte d'audition. Parce que quand tu entends moins bien, la sonnerie du téléphone, quelqu'un qui toque à ta porte, tu l'entends pas forcément. Et donc, il y a tout un système d'aides visuelles qui peuvent être installées avec des lumières qui s'allument. Il y a des gens qui ont accès à des boucles magnétiques qu'ils installent chez eux, qui vont transmettre directement le son de la télé, le son de la radio dans l'implant. Maintenant, tu as même des implants qui fonctionnent en Bluetooth avec le téléphone pour passer tes appels directement. Et c'est sûr que ça change la vie. Comme une oreillette Bluetooth. Comme une oreillette Bluetooth. C'est un des rares handicaps qui va impacter directement les autres aussi. Parce que les gens demandent de répéter, comprennent pas bien. Ça crée beaucoup de frustration chez l'entourage. Parce qu'il y a un truc assez marrant, c'est que l'émotion qu'on met dans une phrase, elle est dans la première fois que tu le dis. Et si tu le répètes, il y a beaucoup moins de charge émotionnelle. Et donc les gens vont être frustrés de ne pas réussir à transmettre leur émotion. Si je te dis je t'aime, et que je te le redis juste derrière, je t'aime, tu vois, le deuxième, il n'a pas la même saveur. C'est beau, j'ai envie de chialer. Merci beaucoup pour toute cette explication. C'était hyper intéressant à la fois sur comment l'oreille marche, mais aussi comment elle peut moins bien fonctionner et les solutions qui sont mises en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à la partager avec les personnes qui sont concernées, soit les personnes directement ou même les familles qui peuvent parfois en souffrir pour le lien social que ça peut altérer. À très bientôt. À bientôt, Greg. À très bientôt. Ciao.